frontières, de mettre fin à l'activisme de groupes armés qui pullulent dans l'Est puisse être effective. Donc pour moi, la question sécuritaire, elle a toujours été primordiale, parce que pour moi, je dis toujours que la sécurité tient le développement en État. Donc, il ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y avoir de progrès social, il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance là où l'autorité de l'État est affaiblie, là où les populations sont massacrées, là où les groupes armés négatifs, étrangers comme nationaux, pilulent. Et donc moi je pense que c'est une action forte. Le président avait dit lui-même qu'il ne ménagera aucun effort pour amener la paix dans l'Est. Et il a dit ici qu'il va essayer toutes les solutions. Des solutions innovantes, et là il a assumé aujourd'hui la mutualisation des forces entre la RDC et l'Ouganda, parce que les ADF notamment sévissent de deux côtés de frontières. J'étais il y a 2 mois, je crois, ou 3 mois, j'étais à Mutuanga, dans le fief des ADF, et j'ai demandé aux populations... Dans quelle province? Dans la province du Nord Kivu, oui. dans le Grand Nord. J'étais à Mutuanga, dans le cœur des ADF, et quand j'ai posé la population où sont les ADF, ils m'ont dit, vous voyez les grandes montagnes qui sont là-bas, quand ils sont de l'autre côté, et c'est l'Ouganda. Et donc il faut absolument mutualiser. Ce n'est pas une question d'état d'âme, c'est une question d'intérêt entre les États. La RDC comme l'Ouganda ont en commun des intérêts de mettre fin à l'activité des ADF, et ils peuvent collaborer. Donc pour moi, c'est une question importante. Le président l'a assumé, et je pense que toute la nation doit l'accompagner dans la restauration de la paix à l'Est. Willy Kalengai, on a vu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo plus que jamais déterminé, avec un discours franc, clair, posé. Et s'il faut faire une approche dans la sociologie de la communication, le gestuel, quand il parlait surtout de la sécurité, on voyait que c'était un chef de l'État plus que jamais engagé à trouver une solution à cet épineux problème de la paix dans l'Est du pays. Et comment vous l'aviez trouvé? Il faut dire qu'à la suite de ce qu'Israël vient de dire, j'ai assisté à un discours responsable, un discours de grande maturité. C'est vrai que nous avons déjà suivi beaucoup de discours, mais là, le président a mis les cœurs, l'âme et l'esprit au même endroit. Il a touché du doigt ce qui est d'ailleurs très important. Si vous vous rappelez, il a lui-même défini l'objectif de sa prise de parole. Évidemment, il a dit que c'était constitutionnel, qu'il devait, dans une certaine mesure, répondre à cette tradition constitutionnelle. Oui, c'est l'article 77. Il a dit, mais il est allé plus loin, il a dit, je prends la parole parce qu'il y a des questions qui se sont posées dans le pays toute cette année, des questions légitimes d'un peuple en quête de réponse. Et je vais tenter par les discours que je prends aujourd'hui de répondre tant soit peu à toutes ces questions. Je crois qu'il y a d'abord cet esprit de redevabilité, de ne pas se tromper. C'est ça les nouveaux narratifs. Voilà, de ne pas mentir le peuple. Parce que la prise de parole des hommes politiques a toujours été malheureusement une prise de parole démagogique. On dit des choses auxquelles on ne croit pas et on croit des choses qu'on ne fait pas. Ici, j'ai senti quand même que le chef de l'État a pris conscience qu'il devait la jouer franc, qu'il devait jouer sincérité, qu'il devait jouer responsabilité, et il l'a lui-même dit. Vous avez remarqué que dans ce discours de 23 pages à peu près, vous l'avez dit, c'est 1h20, le président est revenu sur un mot, au moins 8 à 9 fois. Lequel? Notre peuple. Vous lirez ce discours, vous allez voir qu'il est revenu systématiquement à ce mot-là, notre peuple. Évidemment, s'il y a problème de sécurité, c'est qu'il y a, le peuple est en danger. C'est ça que l'on doit comprendre par rapport à la symbolique. Il a interpellé, et chaque fois il interpellait toujours, j'appelle notre peuple, j'ai dit à notre peuple, parce qu'en réalité, l'engagement qu'il avait pris en prêtant serment, en disant que je veux garantir non seulement l'intégrité territoriale, mais le bon fonctionnement des institutions, le peuple aujourd'hui l'a regardé et lui a demandé qu'en est-il de la sécurité. Et je crois que nous avons assisté à un discours sérieux, un discours interpellateur, et le président a pris en charge 2 choses. La première, j'ai fait un discours sur l'état de la nation, je ne parle pas de moi-même, je parle de nous tous en tant que peuple. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas simplement mes cogitations, c'est le produit de notre agir en commun pendant une année. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est, évidemment vous l'avez dit, c'est le changement de narratif. En disant, nous sommes différents sans doute. Nous avons des divergences politiques. Mais le Congo
ne peut être Congo que s'il y a des Congolais. C'est notre dénominateur Voilà, je commun. crois que par rapport à ces éléments, il a placé la barre très haut. Il a brisé en réalité les discours idéologiques et paroissiales. Il était difficile aujourd'hui Discours paroissial. de placer un mot quant à la paroisse parce que la question a été mise au niveau du peuple, au niveau de la nation, au niveau de l'État, au niveau des frontières. Très bien. Jérôme Ségana. Oui, au-delà du fait que le président de la République a respecté l'article 77 de notre Constitution, eh bien, il a galvanisé les consciences. Il a fait un discours complet, interpellateur, comme le disaient tout à l'heure les confrères, mais il a rassuré. Il a rassuré, pourquoi? Parce que, comme le disait tantôt Israël Moutala, je venais de faire un périple à l'Est. Chaque jour qui passe, nos compatriotes qui vivent à Bunia, à Beni, à Butembo, se posent des questions. Est-ce que nous appartenons encore à la nation congolaise? Est-ce que nous pouvons un jour nous tirer de cette affaire? Et souvenez-vous, le président de la République, lorsqu'il prend la parole, c'est la énième fois qu'il dit qu'il s'engage à donner, à rétablir la paix sur cette partie de la République démocratique du Congo. Et c'était aussi la thématique de sa campagne électorale. Bien sûr, à Bukavu plus précisément. Il avait dit, quand il menait la campagne, en disant que je suis prêt à sacrifier ma vie pourvu que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on l'entend s'exprimer de cette façon-là, je vous dis, ça rassure. Au-delà de cette assurance sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de réponses aujourd'hui à de nombreuses questions que les gens se posent sur tous les sujets. C'est pour cette raison, je dis que les discours étaient complets, plus ou moins exhaustifs. Il reste maintenant aux analystes que nous sommes et à d'autres observateurs de voir si toutes les promesses formulées par le chef de l'État par rapport à ce qui constitue les desiderata de la population qu'il a évoqué dans son discours seront rencontrés. Donc voilà un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu, mais la sécurité, c'est vraiment le cheval de bataille du président de la République, et lui-même l'avait dit, s'il ne réussit pas à rétablir la paix et la sécurité, pour lui, il n'aura rien fait, et je pense qu'il est dans cette logique-là. Patrick Eyalé. Moi, j'aimerais noter la sincérité dans le discours du chef de l'État. Il n'y a pas eu de l'autosatisfaction. On était habitué, que ce soit par lui et par ses prédécesseurs, par des discours je dirais, satisfaction, où tout était rose, où tout était beau. Le président de la République s'est livré à un discours de sincérité que j'ai particulièrement apprécié. Mais il y a une phrase qui a retenu mon attention. Laquelle? Malgré nos divergences sur la façon de procéder, cette phrase m'a interpellé, mais en même temps montre les divisions qu'on a en tant que nation, même face à des questions majeures. Comme la sécurité. Comme la sécurité. On ne pouvait pas et on ne devait pas être désunis devant cette question qui va du sort même, du lendemain de notre pays. Mais il est malheureusement de constater que même sur ce genre de questions, on est désunis. Mais il va de soi. Et ce n'est pas un problème d'intérêt? Parce qu'il y a des gens qui en tirent profit. Le chef de l'État l'a dit dans son discours aussi, oui, qu'il y avait des opérateurs politiques qui se satisfaisaient de cette situation. Mais bon, je n'aimerais pas ici faire la chasse aux sorcières. J'aimerais me concentrer sur ce que le chef de l'État a dit dans un autre pont. Allez-y, Patrick. Il a assumé, comme l'a dit Israël, la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Et on sait ce que cela vaut et ce que cela coûte. Quand on se souvient de ce que l'armée ougandaise a fait par le passé. C'est des discussions qui ont fusé. Et je me rappelle lors du passage du ministre de la Communication qui annonçait, qui n'annonçait pas, qui disait que les troupes n'étaient pas encore sur le sol congolais, alors qu'un média étranger visiblement qui était, je dirais,
pas bien intentionnés, avaient déjà fait fuiter une information qui n'était pas vraie à cet instant-là, on a vu le tollé que cela a suscité. Mais en 2023, le peuple demandera de compte. Le peuple ne demandera pas compte à ce média-là, que je n'aimerais pas citer. Le peuple ne demandera pas, ici, à nous, les comptes. C'est au président de la République. Il n'y a qu'une personne. Au président de la République. Et cette personne a pris l'option de rechercher la sécurité et la paix en usant de tous les voies légaux qui lui sont permis. Moi, je dis, attendons 2023 et voir et apprécier si les options qui ont été prises avec courage et sincérité par le chef de l'État, là je parle de l'état de siège, je parle de la mutualisation des forces avec l'armée ougandaise, oui, aura in fine donné des solutions. Très bien. Oui, Israël. Je voudrais juste placer un mot. Allez-y, allez-y. Quand on a une obligation qui pèse sur laquelle le chef de l'État, qui est par l'obligation de résultats, oui, des résultats, c'est-à-dire ramener la paix à l'Est, on cherche toutes les solutions pour le bien de la population. Ça veut dire que je comprends encore les problèmes mémoriels, les problèmes qu'on a eu avec notamment l'Ouganda. Mais cette guerre avec l'Ouganda ne nous a pas empêché de faire encore le commerce. On n'a pas fermé les frontières entre l'Ouganda. Mais pourquoi sur les questions militaires, on voulait politiser cette question-là? On est même en train de construire une route, hein, à partir de Kassindi, n'est-ce pas? Une route transfrontalière. Voilà, c'est qu'il y a une bonne chose d'ailleurs, jusqu'à Bénin. C'est ce qu'on disait, voilà. Oui. Cette question de sécurité, ne les politisons pas. Ça veut dire que voilà, parce qu'il y a eu une guerre, il y a eu, voilà, on est d'accord sur les méfaits. Mais est-ce que pour autant, on va fermer l'avenir parce que, à cause du passé, on reconstruit l'avenir, mais on n'oublie rien du passé. Alors sur cette question, le chef de l'État a dit clairement aussi, parce que c'est une question qui a voulu être politisée de manière malsaine. Il a dit clairement qu'il a pris un engagement solennel devant la nation, que je veillerai à ce que ces opérations-là soient limitées au temps nécessaire. Donc, si la menace est écartée, la mission prendra fin. Donc, on n'accordera pas un jour de plus, une semaine de plus, sans qu'il n'y ait un besoin spécifique par rapport à ça. Il y a une question qui m'est dans l'esprit là. Vous croyez qu'avec cette mutualisation, une question posée peut-être à Willy Kalengai, on va extirper les IDF tant à Béni que dans l'Ituri? Vous savez, ça sera difficile de répondre par oui ou par non, mais ça serait criminel de ne rien faire. C'est cela la vérité. Aujourd'hui, le drame que ces ennemis de la paix ont causé dans nos familles, dans notre population, nous étions presque en train de condamner la communauté internationale. Comment vous pouvez laisser une rébellion qui est chez nous par effraction continuer à faire des exactions sur la population qui n'est pas au pouvoir qu'elle veut remplacer. Et c'était difficile parce que les ADF, c'est une opposition contre l'Ouganda. Mais je crois que c'est un signe du destin qu'il faut saluer. Le fait que l'Ouganda soit aussi concerné directement, immédiatement par cette question. Si elle était une question instrumentalisée, en tout cas aujourd'hui, l'Ouganda est bel et bien impliqué. L'Ouganda est impliqué parce que les ADF sont des adversaires du pouvoir en Ouganda. Et qu'on se mette ensemble pour pouvoir échanger d'abord les renseignements, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mécanismes de coopération militaire entre l'Ouganda et nous, et ces mécanismes ont commencé depuis l'accord de Sun City. Il ne faut pas oublier cela. Donc il y a eu énormément de discussions entre nous et les Ougandais. Évidemment, et dans l'accord de Sabeba, l'Ouganda est signataire. L'accord de Sabeba, c'est bien de me le rappeler, Israël, il est écrit bien et bien que l'Ouganda devait faire ce travail qu'ils font aujourd'hui. Si vous lisez dans l'accord, vous allez voir que l'Ouganda avait l'obligation, n'est-ce pas, d'aller vers la problématique de la sécurité à l'est du pays. Notre pays a besoin de toutes les forces. Moi, je crois que la menace ADF aujourd'hui est une menace planétaire parce que tous ceux qui veulent venir exploiter nos ressources à l'est du pays seront confrontés à cette réalité. Et une information capitale que je vais donner ici, c'est que... Laquelle, et vous terminez par là, parce qu'il y a d'autres sujets. Le président ougandais a eu la pression des pétroliers qui sont chez lui, les Chinois et les Français, qui vont commencer l'exploitation pétrolière en 2025.
Ils ont déjà construit, le pétrole va commencer là-bas. Sur le lac Édouard? Sur le lac Édouard et le pipeline qui va jusqu'à Mombasa. Les Chinois et les Français sont en train de travailler. Si ça commence en 2025, avec les terroristes qui sont à l'est du pays. Donc, et qui ont commencé d'ailleurs à frapper la capitale Kampala. Alors ils ont dit effectivement à Museveni, si vous ne levez pas cette menace, nous pouvons aussi fermer. Donc ne regardez pas simplement que les Ougandais viennent pour nos beaux yeux, nous avons un problème commun et nous pouvons le régler ensemble. Merci. Oui, Jérôme. Sur ce chapitre, vous savez, la problématique de la paix à l'est de la République démocratique du Congo est un problème de survie politique pour le président de la République. Voilà pourquoi il est prêt à préconiser toutes les solutions. Souvenez-vous à l'époque de Mobutu. Mobutu disait, même s'il faut signer un pacte avec le diable, je le ferai pourvu que la République démocratique du Congo reste une et indivisible. Oui. C'est la même chose aujourd'hui. 20 ans après tout ce qu'on a vécu à l'Est, il a pris la décision de l'état des sièges. Et maintenant, il recourt à la mutualisation de nos forces avec l'Ouganda. Au-delà de ce que vient de dire Willy Kalengai. Mais ceux qui veulent que cette partie de la République soit balkanisée sont mécontents. Et Yoweri Kaguta Museveni est en train de subir une pression terrible. De la part de qui? Pourquoi? De la part de ceux-là qui ont toujours tiré profit de l'exploitation frauduleuse. À l'interne comme à l'externe? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que la frappe, la toute première là, a fait des dégâts énormes sur les EDF. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore présenté le bilan, mais le bilan on a rayé de la carte des bastions entiers. Et à cette allure, ceux-là qui ne veulent pas que nous puissions avoir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent continuer à tirer profit de nos ressources naturelles, eh bien, ne veulent pas qu'il y ait cette mutualisation. Et voilà pourquoi le président de la République a sorti cette autre carte-là, en disant ceci, quand bien même nous avons des contentieux avec l'Ouganda, mais s'il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour extirper du territoire national congolais un ennemi commun, les EDF. Allons-y. Et c'est ce qui se passe. Donc je pense que le président de la République a mis en garde. Quand vous voyez son discours, vous suivez son discours, il a mis en garde toutes ces mauvaises langues qui découragent. On ne peut pas comprendre des citoyens congolais épris de paix et de liberté qui disent du mal de notre armée. Une armée qui se bat, des compatriotes comme vous et moi qui meurent pour la paix, et on dit n'importe quoi de cette armée-là. Donc je pense que le problème sécuritaire, au jour d'aujourd'hui, c'est un problème qu'on doit regarder dans toutes les facettes, et tout le monde doit s'impliquer, comme l'a dit le chef de l'État. Et par reconnaissance justement à cette armée, qu'avant de commencer son discours, Patrick Eyalé, le président, a demandé qu'il y ait une minute de silence en mémoire de toutes les victimes. C'est très profond, non? Non, absolument. Et je crois que c'est, Willy l'a dit, on a senti de la maturité, on a senti de la hauteur, on a senti, je dirais même, le chef de l'État était grave aujourd'hui dans sa solennité, parce que l'heure n'est pas à la gloriole. Le chef de l'État a dit les choses, a présenté les choses de façon à ce que les Congolais que nous sommes, sachons ce qu'il en est. À l'est du pays, les gens vivent un drame affreux. On ne peut pas ici, nous à Kinshasa, pour des questions de positionnement d'intérêt politique, continuer à tirer les ficelles. Parce que je vais faire Et on voit même certains députés, même quand il s'agit de voter, de prolonger l'état des sièges, il y a certains députés qui boycottent la plénière, ils sortent de la salle. Permettez-moi, je veux faire une petite digression. J'étais dans un débat où on disait, en Ouganda, on a présenté la situation, combien de militaires il y avait, combien d'artillerie, combien. Il faut rappeler qu'on n'a pas la même situation avec l'Ouganda par rapport à notre armée. On sait, et on le dit, et on ne le dira pas assez, notre armée est infiltrée. Notre armée a connu, avec les périples qu'il y a eu depuis l'invasion des troupes venues des pays voisins, un mixage, un brassage, où on a au sein de l'armée des personnes, parfois officiers,
qui n'ont même pas fait les faux. Qui ne sont même pas techniciens d'état-major ou des brevetés d'état-major. Donc il y a un travail à faire au sein de l'armée et en même temps cette même armée doit se déployer pour faire la guerre. Donc vous comprenez que le président a hérité d'une situation par rapport à l'armée qui n'est pas du tout facile. En même temps, on doit réformer. J'ai même pas compris pourquoi on a omis d'insérer dans le discours du chef de l'État le fait qu'il avait promis lors du congrès passé de son discours qu'il allait mettre sur pied l'école de guerre. Elle est là, non? Voilà, elle est opérationnelle. Elle a été créée au Centre supérieur militaire. Et c'est lui-même qui a précédé, qui a présidé l'ouverture de cette école. Il y a eu les premiers lauréats sortis de cette école. Et pour votre gouverne, il y a certains officiers de cette école qui viendront visiter la RTNC. J'ai reçu une copie. Ouais. Très bien, très bien. Ouais. Donc c'est pour dire... Allez-y, Patrick. C'était pour dire, pour démontrer le processus qu'on a à faire au sein de l'armée. Donc on n'est pas soumis comme l'Ouganda à une obligation de transparence par rapport à tout ce qui se fait au sein de l'armée. On ne peut pas ici, comme en Ouganda, venir tout étaler sur la place publique. Et il y a des gens qui demandaient que notre ministre informa l'opinion quand est-ce que l'armée ougandaise allait pénétrer. Il ne manquait plus que le ministre dise que l'armée ougandaise avec l'armée congolaise allait frapper à 8h22. Voyez-vous cela? Non. Ça ne peut pas se faire. Très bien, très bien. On a consacré, comme le président de la République l'a fait dans son discours, une part belle à la partie sécurité. Nous allons changer de secteur pour parler de l'économie et de la bonne gouvernance. Juste pendant 5 minutes, le temps de laisser à Françoise Bouela de présenter son gîte et revenir juste après le journal télévisé pour la poursuite de ce plateau spécial. Nous allons revenir. Un petit mot sur l'économie et la bonne gouvernance dans le discours du président de la République, mais ça doit être une partie qui concerne bien un confrère, c'est Jérôme Sekana, qui excelle dans ce secteur de l'économie. Comment vous aviez trouvé ce discours? C'était un discours excellent, parce que ça nous a permis de comprendre les efforts fournis par le président de la République dans sa diplomatie. Une diplomatie qui a ramené à la République démocratique du Congo plus de 4,5 milliards de dollars. Une diplomatie qui a permis à la République démocratique du Congo de se replacer sur l'orbite internationale. Une diplomatie qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes regardés avec respect plus que par le passé. Donc, sur le plan économique, il y a des avancées et il a reconnu lui-même, quand bien même il y a l'accroissement des recettes à l'intérieur, mais il y a des efforts à fournir. C'est là où peut-être que juste après, on va essayer de dire ce qu'il faut faire pour permettre à notre gouvernement d'avoir les moyens de sa politique, d'autant plus que le potentiel fiscal est très important en République démocratique du Congo, mais il n'est pas captivé comme il se doit. Israël Moutala, avec ces chiffres avancés par Jérôme Sekana, c'est une façon de dire aux gens qui passent la longueur de journée et de critiquer le président de la République pourquoi il effectue plusieurs voyages à l'étranger. Oui, lui-même, justement, il a coupé court. Il vous a démontré, chiffre à l'appui, que voilà, la diplomatie a ramené à peu près 4,5 milliards de dollars. C'est l'équivalent à peu près, la moyenne du budget national, de ce que nous produisons, de ce que l'État perçoit, ponctionne sur la richesse produite chaque année à peu près. Donc c'est énorme. C'est un effort de mobilisation jamais connu. Et donc là, après le chef de guerre qui s'est dit pas d'inaction, pas d'immobilisme, nous avons maintenant un chef qui veut reconstruire son économie, parce qu'il sait très bien que s'il ne reconstruit pas son économie, le progrès social qui est la fibre de son parti, financer la gratuité, financer la couverture universelle santé, financer les infrastructures, couverture santé universelle. Voilà, financer les infrastructures, ça sera impossible. Donc on a ce volet-là économique qui est important, mais ce volet-là-bas, il faut l'amplifier. Le mouvement, on a une bonne tendance, mais il faut l'amplifier avec justement en assainissant le climat des affaires, en luttant contre la corruption. Il y a autant de volets qui vont justement amener beaucoup de recettes dans les questions. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce plateau, mais nous sommes limités par le temps. Nous laissons les journaux télévisés passer et puis nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure.